Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un cas clinique, un vrai classique. Le genre de situation qu'on rencontre tout le temps. L'insuffisance rénale aiguë chez la personne âgée polymédiquée. On va laisser les grands bouquins de côté et on va se concentrer sur le concret, le raisonnement au lit du malade. Qu'est-ce qu'on fait et surtout, quelle est l'erreur à ne pas commettre? Voilà le topo. Une dame de 72 ans, un peu perdue, qui a du mal à respirer, et bam, le labo nous dit que sa créa a doublé. C'est notre point de départ. Un tableau hyper fréquent, une personne âgée qui décompense, un chiffre qui clignote en rouge sur la feuille de résultat. La grande question, c'est pourquoi? Et surtout, comment est-ce qu'on réagit intelligemment? Ok, alors pour y voir clair, première étape indispensable, on va poser le décor. Qui est cette patiente? Parce que pour bien comprendre le problème aigu, il faut d'abord connaître le terrain. Et vous allez voir, c'est assez chargé. Alors, regardez bien. Ce qui est frappant ici, c'est l'accumulation des facteurs de risque. On a le profil cardio-rénal type 1, HTA, diabète de type 2, une insuffisance cardiaque à FEVG préservée. Et puis regardez son traitement. C'est un véritable cocktail Molotov pour les reins. Un IEC, un diurétique, un ISGLT2. Et pour couronner le tout, elle prend des ANS de temps en temps. L'équilibre est, extrêmement fragile. Et donc elle arrive pourquoi? Grosse fatigue, elle mangeait boit moins, un peu essoufflée, elle urine presque plus et elle est un peu confuse. Bon, les symptômes sont assez classiques, mais c'est là que ça devient piégeux. La fatigue et la baisse des apports, ça sent la déshydratation, non? Mais attention, la dyspnée, ça nous allume tout de suite le voyant décompensation cardiaque. L'oligurie et la confusion, elles, nous confirment une chose, il y a une souffrance d'organes, et le rein est en première ligne. La biologie, elle, vient confirmer ce qu'on craignait. Et ça ne rigole pas. La créatinine qui passe de 120 à 280, c'est énorme. Son DFG s'effondre littéralement. On passe d'une insuffisance rénale chronique stade 3 à une situation d'urgence vitale. Et le vrai danger, il est là, tout de suite. Le potassium à 5,8, c'est une hyperkaliémie qui menace le cœur et l'acidose métabolique qui montre que tout le système est en train de lâcher. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Le dilemme du clinicien. Remplir ou faire pisser. En gros, c'est ça la question. D'un côté, on a des arguments pour une déshydratation. De l'autre, on a peur de la flanquer en OAP si on remplit trop. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. La mauvaise décision peut être catastrophique. Regardez, ça résume parfaitement le casse-tête. D'un côté, colonne déshydratation, elle boit moins, elle urine moins, et puis elle a son traitement qui favorise ça. Les arguments sont solides. Mais de l'autre côté, colonne surcharge, elle est essoufflée, elle est connue pour être cardiaque, c'est tout aussi solide. Et le BNP qui pourrait nous aider, il est juste un peu élevé, il ne nous aide pas vraiment à trancher. On est vraiment entre deux feux. Alors, on fait quoi? On tente le remplissage au risque de la noyer ou on force la diurèse au risque d'achever ses reins? C'est la grande question. Et pour s'en sortir, il n'y a pas de magie, juste de la méthode, un raisonnement bien structuré. Ok, alors on va décortiquer tout ça, on va prendre le problème étape par étape pour y voir clair et surtout pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà notre plan d'attaque, une méthode simple en 4 temps. D'abord, on met toutes les hypothèses sur la table. Ensuite, on cherche les indices qui ne collent pas. Après, on demande les examens, mais seulement les examens utiles, ceux qui vont nous faire avancer. Et à la fin, logiquement, on devrait pouvoir poser le diagnostic final. Bon, les hypothèses. En numéro 1, la plus évidente, l'IRA fonctionnelle, c'est-à-dire une cause pré-rénale. La déshydratation, la iatrogénie avec ce fameux trio IEC diurétique ANS, c'est le suspect numéro 1. Mais attention, si cette hypoperfusion dure trop longtemps, on peut basculer vers une nécrose tubulaire aiguë, donc une atteinte organique. Et bien sûr, réflexe de base, surtout à cet âge, éliminer un obstacle. Le tout, évidemment, baigne dans un contexte de syndrome cardio-rénal. Et là, les quelques examens qu'on a demandés nous parlent. L'écho rénal, pas d'obstacle? Ouf, on peut rayer ça de la liste. La bandelette urinaire, pas de sang, pas de protéines en masse, donc a priori, ce n'est pas une maladie du rein lui-même. Mais le vrai indice, la pépite, c'est le ionogramme urinaire. Le sodium urinaire est bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rein fait son boulot. Il détecte un manque de volume et il essaie désespérément de retenir tout le sel et l'eau qu'il peut. C'est la signature biologique d'une hypovolémie. Et voilà, le puzzle s'assemble. Le diagnostic est posé. C'est une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et multifactorielle. Fonctionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rein en lui-même n'est pas malade, il n'est pas cassé. Il est juste à sec. Il ne reçoit pas assez de sang pour faire son travail. C'est un problème de plomberie, pas de moteur. Et le point vraiment essentiel à comprendre, c'est que ce n'est pas une seule cause. C'est vraiment la tempête parfaite. On a une baisse de la perfusion rénale.
On a des médicaments qui, en même temps, bloquent les mécanismes de défense du rein. Et tout ça arrive sur un terrain déjà hyper fragile. C'est l'alignement de toutes ces planètes qui a provoqué la catastrophe. Bon, le diagnostic est posé. Maintenant, action. Comment on gère ça? Et surtout, on va parler du piège à éviter. L'erreur classique qu'on voit trop souvent. La prise en charge initiale, c'est d'abord la sécurité. Premier réflexe, on met en pause les médicaments qui posent problème. Donc stop l'IEC, stop la metformine, stop les ANS. Ensuite, surveillance rapprochée, on regarde combien est l'urine, on contrôle le potassium, et on commence à la remplir, mais tout doucement. On y va très prudemment, en réévaluant constamment pour être sûr de ne pas la faire basculer de l'autre côté en surcharge. Et c'est là qu'arrive le point le plus important, le piège dont je parlais. Le réflexe facile, c'est de se dire « Ok, ce sont les médicaments qui ont causé ça, donc on les arrête et on n'en parle plus ». Et ça, c'est une erreur monumentale. Parce que ces traitements, à long terme, ils sont vitaux pour elle. Le but du jeu, c'est de gérer la crise, de passer le cap de la phase aiguë. Une fois que la situation est stabilisée, que la fonction rénale s'améliore, il faudra absolument réintroduire son traitement de fond, notamment les IEC et les ICGLT2. Les jeter à la poubelle, ce serait une véritable perte de chance pour elle. Bon, pour conclure, si on devait résumer tout ça en quelques messages clés à emporter pour la pratique, qu'est-ce que ce serait? Premier point, chez le sujet âgé, une IRA, c'est quasiment jamais une seule cause. Pensée multifactorielle. Deuxième point, ayez le réflexe iatrogénie. L'ordonnance est souvent la première piste. Troisièmement, le syndrome cardio-rénal, c'est un jeu d'équilibriste. Il faut surveiller et réévaluer sans cesse. Et le dernier point, le plus important, arrêter temporairement ne veut pas dire arrêter définitivement. La clé, c'est de toujours réévaluer à distance. Et pour finir, je vous laisse avec une question qui résume tout. Chez ces patients, comment on fait la part des choses, au lit du malade, entre une vraie déshydratation et une congestion qui se cache? Il n'y a pas de réponse magique. Mais se poser la question, c'est déjà s'obliger à être un meilleur clinicien, à mieux utiliser nos mains, notre stéthoscope et notre écho de poche. C'est un peu tout ça l'air de la clinique. Allez, merci et à bientôt.